Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 13 mars, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Il y avait de la fumée du côté du port Hercule qui sortait d'un yacht ce matin. C'était un exercice grandeur nature pour renforcer la sécurité en milieu portuaire. C'est ce que vous découvrirez dans quelques instants. Le service d'IRM du centre hospitalier Princesse Grace bénéficie d'un nouveau module d'intelligence artificielle qui permet d'améliorer l'efficacité des examens avec des diagnostics plus précis et plus rapides. Suite de notre série consacrée aux Jeux mondiaux d'hiver spécial olympiques, qui se déroule en ce moment même du côté de Turin, avec une médaille d'argent pour la délégation monégasque en ski de fond, remportée hier par le doyen de cette délégation. Nous recevrons le politologue spécialiste des théories du complot, Rudi Reichstadt. Il est un des invités des rencontres philosophiques de Monaco, avec pour thématique la zizanie. Et nous terminerons par une page culture avec la première date du Printemps des Arts, le début également des Sérénissimes de l'humour, Philippe Lelouch a ouvert cette édition, et enfin, à Florence en Toscane, une exposition d'œuvres d'un artiste et grand ami de la Principauté se tient au Palazzo Vecchio. Ce jeudi matin, un exercice grandeur nature a mobilisé les pompiers et la police maritime au port Hercule. Objectif, tester leur réactivité face à un incendie sur un yacht de 30 mètres. Un entraînement pour renforcer la sécurité en milieu portuaire. Quels sont les enjeux de cette simulation? Comment les secours se sont préparés à ce type de sinistre? Explication dans ce reportage de Vanessa Dessy. L'opération consistait à simuler un incendie à bord d'un yacht d'une trentaine de mètres amarré dans le port Hercule. Le protocole feu a rapidement été activé, entraînant la neutralisation temporaire du trafic par la police afin de sécuriser la zone. Les équipes ont suivi de près un scénario réaliste visant à optimiser leur réactivité. C'est un scénario qui est travaillé en amont par le corps des sapeurs-pompiers avec la direction des affaires maritimes, la division de police maritime et portuaire, la SEPM et le Yacht Club. On se réunit avant, alors c'est un exercice biannuel, on le fait 2 fois par an, une fois à la SEPM, une fois au Yacht Club. C'est un scénario qui est différent à chaque fois, avec des zones différentes, avec des paramètres différents qu'on incorpore. L'objectif c'est de valider les procédures qui sont mises en place par tous les services concernés, et puis d'évaluer la coordination et l'interaction entre chaque service sur le terrain. L'exercice s'est déroulé avec succès, permettant aux secours de tester leur procédure d'intervention en milieu portuaire. Les pompiers et la police maritime ont rapidement évacué les victimes, pris en charge le mécanicien resté à bord et maîtrisé l'incendie, évitant la propagation aux navires voisins. L'opération a également permis de sécuriser et d'extraire plusieurs œuvres d'art présentes sur le yacht. Une coordination efficace qui confirme la préparation des secours face à ce type de sinistre. On peut dire que l'engagement a été très rapide puisque la levée de doute au niveau de la SEPM a été faite rapidement avec des éléments cohérents et corrects qui ont permis d'engager au niveau du corps des sapeurs-pompiers de Monaco les moyens en adéquation par rapport à la situation initiale. Cet exercice a donc permis de tester en conditions réelles la coordination des secours et l'efficacité des protocoles en cas d'incendie à bord d'un navire. Une simulation essentielle pour anticiper les risques et garantir la sécurité du port Hercule. Le service d'IRM du centre hospitalier Princesse Grace bénéficie d'un nouveau module d'intelligence artificielle, Smart Speed, une avancée qui permet d'améliorer l'efficacité des examens avec des diagnostics plus précis et plus rapide. On vous explique tout ça dans ce reportage réalisé hier soir lors d'une démonstration en présence du ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, et de Dimitri Ribolovlev, le donateur, qui a permis l'acquisition de ce dispositif. Alban Jean-Jambre et Hugo Comassa. Sur cet IRM, un accident vasculaire cérébral. D'un côté, l'image réalisée sans intelligence artificielle. De l'autre, l'image réalisée avec l'outil Smart Speed. Le dispositif permet de donner une image de meilleure qualité dans un délai plus rapide. Et ça veut dire pouvoir intégrer dans les plannings qui sont bien chargés plus rapidement les urgences, et notamment les urgences neurovasculaires où on sait que le pronostic du patient dépend du délai de prise en charge, donc diagnostic rapide, examen rapide, prise en charge rapide. Cette innovation est intégrée au service grâce au don de M. Ribolovlev. Ce médecin de formation sait l'importance des diagnostics rapides et précis. Avec cet outil, le service peut augmenter son activité de 30%, un confort pour les médecins et pour les patients. Si c'est un patient qui est un petit peu agité, qui est un peu stressé d'être dans la machine, on va pouvoir faire beaucoup plus vite un examen de qualité optimale et avoir le diagnostic
nécessaires. Donc dans le cas d'un accident vasculaire cérébral, répondre à la question, même si le patient maintenant va devoir rester peut-être que 3-4 minutes dans la machine, donc il y a quelque chose de très très court. Avant, les patients devaient rester 15-20 minutes, c'est quand même long pour quelqu'un qui est angoissé. L'outil Smart Speed permet aussi de pousser les examens plus loin pour détecter des maladies neurodégénératives à des stades précoces. Arrivent sur le marché des médicaments qui vont ralentir les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, mais encore faut-il que le diagnostic soit posé à un stade précoce. C'est aujourd'hui possible au CHPG. Avec cet outil, le centre accélère sa transformation numérique pour offrir des soins d'excellence. Elle permet aux forces de l'ordre de pratiquer une activité sportive et de participer à des compétitions entre policiers de toute l'Europe. L'USPE, l'Union sportive des polices d'Europe, a réuni sur 2 jours son comité exécutif à Monaco pour la première fois pays hôte. L'occasion du côté de la sûreté publique de faire valoir ses idées pour 2025 auprès de cette organisation née dans les années 50. Union Sportive de Police d'Europe was born before 75 years in Paris, and now we have in our family 39 countries members of Europe. We are the biggest police sports organization, and our benefit is to promote the benefits of sport in the police community. Comme on a 2 très bons athlètes de paddle à Monaco, on a envie d'essayer d'être le premier pays organisateur d'un événement police paddle. Donc, essayer de voir si Monaco peut recevoir ses athlètes sur le plan européen et peut-être dans l'avenir aussi sur le plan mondial. Profiter de leur talent pour faire briller la principauté. Des propos recueillis par Sarah Nkari et Lionel Bernardi. Nouveau volet ce soir de notre série de reportages consacrés aux Jeux mondiaux d'hiver spécial olympiques. On retrouve sur place, dans le Piémont, nos envoyés spéciaux, Frédéric Hélion et Camille Caloni. Frédéric, vous allez nous présenter aujourd'hui le doyen de la délégation monégasque, avec en plus une excellente nouvelle en termes de résultats. Il a débuté son aventure avec Special Olympics Monaco en 2008 à l'âge de 38 ans et depuis il a participé à 2 Jeux mondiaux d'été Special Olympics à Athènes en 2011 et Los Angeles en 2015. Ajoutez à cela 3 participations aux Jeux mondiaux d'hiver aux États-Unis en 2009, en Corée du Sud en 2013 et ici donc en Italie en 2025. Stéphane Kelkal a 55 ans et le doyen de la délégation monégasque sur ces Jeux, un athlète habitué des grandes compétitions internationales et un passionné qui profite à fond de cette expérience piémontaise. Tout est donné. Tout est donné. Il y a la relève là, il y a plein de petits jeunes. Il y en a que je connais qui ont arrêté. Moi, je commence à faire partie du passé. Hein, voilà. Bon, j'ai toujours la santé qui me permet de continuer. Tant que la santé est là, je continue. Et un jour, bien sûr, il faudra raccrocher et laisser faire les jeunes leur carrière et leur vie dans Special Olympics Monde ou dans d'autres fédérations. Stéphane participe sur ces Jeux à 2 courses, le 10 km et le 7 km et demi en ski de fond sur le magnifique site de Pragelato. Première épreuve pour lui, le 10 bornes avec une boucle de 2 km et demi à parcourir 4 fois. Je suis libéré parce que ma première course est faite, maintenant on attend les résultats et je pense que je ne suis pas le seul, tous les athlètes étaient un peu stressés ce matin en descendant en bus sur le site et je vois les athlètes beaucoup plus épanouis et moi en l'occurrence parce que je fais partie de ces athlètes-là. Voilà. Tu penses que ça peut faire médaille vu ta course ? Je pense que oui. Mais bon, il ne faut pas y penser ça, la médaille. Il faut se dire, j'ai fait une bonne course. Maintenant, c'est aux organisateurs à faire le tri et à savoir s'il y a la médaille ou pas. Mais j'ai eu de très bonnes sensations et c'est ce qui comptait. La médaille, si elle vient, bien sûr que je vais la prendre. Après, tu as géré. En restant derrière la fille, tu as géré parce que je pense que si tu le passes, tu exploses. Seul, tu exploses. Et moi, je pense que tu as fait une bonne course. Je pense que, ouais, il y a podium. Ouais. Ah ouais, je pense qu'il y a podium. Ouais. Et le pressentiment était bon puisque pour ces derniers Jeux mondiaux Special Olympics avec Monaco, Stéphane Kelkal a décroché la médaille d'argent sur le 10 km, la première breloque de la délégation monégasque. Et il a d'ailleurs remis ça sur le 7 km et demi avec une nouvelle médaille d'argent. Demain, nous parlerons de la dernière discipline où des monégasques sont engagés, le ski alpin.
Notre invité du jour, un politologue, écrivain, journaliste spécialisé dans les théories du complot. Il est ce soir sur la scène du théâtre Princesse Grace à l'occasion des rencontres philosophiques de Monaco. La thématique, dialogue, clivage et conflit avec la zizanie. Rudy Reichstadt, bonsoir. Bonsoir. La thématique, comme je viens de le dire, c'est la zizanie. Alors, question très brève, on est en plein dedans en ce moment au niveau international. C'est même au-delà de la zizanie, j'ai envie de dire. Oui, si on veut. En tout cas, ce qui est intéressant dans la période qu'on est en train de traverser, c'est que en matière de désinformation, on est face à des forces complètement chaotiques. Et ces forces chaotiques, elles viennent saper la base, le socle en tout cas de réalité partagée qu'on a tous en commun et qui est nécessaire pour vivre en démocratie. Et c'est ça qui est attaqué aujourd'hui. Si le débat démocratique devient un dialogue de sourds parce qu'on ne partage plus la même réalité, et c'est ça que mettent à mal les théories du complot, la désinformation et les fake news, eh bien on ne peut plus complètement faire démocratie ensemble. Et à ce moment-là, le seul moyen de trancher nos désaccords, c'est le rapport de force brutal, violent. Donc essayons de conjurer ça. Voilà. Vous êtes spécialisé donc dans la théorie du complot, justement les théories du complot et les fake news. On est d'accord que c'est la marque de fabrique du monsieur dont on parle en ce moment et qui est le dirigeant du plus grand pays au monde. Ouais. Oui, et il a conduit, si vous voulez, les théories du complot, les fake news, presque à un point d'incandescence, plus qu'aucun de ses prédécesseurs. C'est ce qu'on a appelé en son temps, en 2016, la post-vérité, c'est-à-dire l'idée que la vérité factuelle est secondaire, qu'elle compte moins que les émotions et que l'impression. Et le grand paradoxe de l'époque, c'est que les partisans de quelqu'un comme Donald Trump, mais c'est vrai des partisans des leaders nationaux populistes, des démagogues à travers l'Europe et dans les démocraties occidentales en général, créditent leur champion de parler vrai. Voilà, et ça doit interroger quand même chacun de nous. C'est une impression de vérité, c'est même ce que Donald Trump, dès les années 80, avait théorisé dans un livre qui s'appelait The Art of the Deal, sous le nom de parabole, d'hyperbole véridique, en disant quand vous avez un produit à vendre, il faut le vanter et expliquer que c'est le meilleur du monde. Et c'est précisément cette recette-là qu'il a appliquée à sa propre candidature, d'ailleurs, à son entreprise politique. Je crois que ça doit nous interroger pourquoi on a autant de gens qui nous disent ces gens-là parlent vrai, parce que tout simplement ils parlent sans filtre. Maintenant, je crois que c'est directement lié, le succès du complotisme et des fake news, à l'environnement, à l'écosystème technomédiatique dans lequel on est plongé depuis 2 décennies, en gros, c'est-à-dire depuis que, si vous voulez, on a Internet dans nos poches avec nos smartphones et le haut débit et les réseaux sociaux. Voilà, cette configuration technomédiatique, elle explique le succès des théories du complot parce que simplement elle leur donne une chance historique de se développer, de nous influencer comme jamais auparavant et de se propager dans le débat public avec des effets directement politiques. Oui, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les réseaux sociaux jouent un rôle d'accélérateur incroyable en fait. Bien sûr, d'accélérateur, de démultiplicateur, et on a même une économie de l'attention, qui est le modèle économique de ces plateformes de réseaux sociaux, qui donne une prime à cela, et même qui l'encourage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une plateforme comme celle d'Elon Musk, X, c'est une plateforme qui rémunère des désinformateurs activement, puisque l'engagement qu'ils arrivent à produire à coup de fake news sensationnalistes se convertit en revenus sonnants et trébuchants pour eux. Puis il y a une autre variable, pour terminer, qui est que nos démocraties sont des sociétés ouvertes, elles sont particulièrement vulnérables à la désinformation, parce que précisément nous sommes dans des régimes de liberté. Ce n'est pas le cas des régimes autoritaires, qui eux ont bien compris qu'il fallait nous attaquer sur ce plan-là, à coup de guerre informationnelle. Ils nous mènent une guerre dont on n'a pas toujours forcément conscience, qui est une guerre fondamentalement asymétrique, et pour laquelle, si on ne se réveille pas, eh bien, les conséquences sur notre modèle de civilisation, notre modèle démocratique, pourront être tout à fait dommageables. Voilà. D'un point de vue philosophique, puisque vous êtes là pour une conférence des rencontres philosophiques de Monaco, comment peut-on lier conspirationnisme et complotisme avec la philosophie ? D'abord, les philosophes se sont intéressés au sujet depuis Voltaire au moins. Voltaire donnait déjà une définition de la théorie du complot, il n'avait pas le mot à l'époque, mais il décrivait tout à fait la fonction sociale que ça remplit, l'idée qu'on se hausse du col, quand on défend une théorie du complot, on a l'impression d'avoir accès à une vérité cachée, et donc d'une certaine manière on se donne une posture héroïque, on est celui qui a compris le dessous des cartes, qui voit plus loin que les autres, donc ça remplit une fonction narcissique, ça peut servir politiquement, idéologiquement à attaquer un adversaire, ou au contraire à se défendre, en faisant diversion, en disant mais ceux qui nous attaquent sont en fait des gens à la solde de forces obscures qui sont derrière les apparences, qui travaillent dans les coulisses. Et puis je dirais que ça relève de notre imaginaire
politique contemporain quand même, la conspiration, le mythe de la conspiration. Avec l'idée que les forces politiques qui arrivent au pouvoir grâce à cela, à un moment, elles vont devoir être confrontées au réel, si vous voulez. Le réel, c'est quand on se cogne, aurait dit Lacan. Donc à un moment, un principe de réalité doit ramener sur Terre tous ces gens qui prennent beaucoup de liberté avec les faits. Donc c'est un motif d'optimisme, voilà, pour l'avenir. On peut se dire tout n'est pas perdu, tout n'est pas fini. À un moment, y compris ces leaders politiques devront composer avec la réalité. Ils ne pourront pas dire n'importe quoi tout le temps. L'autre message d'optimisme, c'est qu'il y a de la nouveauté dans l'histoire, tout n'est pas écrit d'avance. Voilà, la pensée complotiste serait celle qui dirait que tout est joué d'avance, ça n'a rien du coup d'aller voter, de se mobiliser, etc. Non, tout n'est pas joué d'avance, ça n'est pas vrai. Et donc le pouvoir, il est entre nos mains d'une certaine manière. Il est ce qu'on en fait. Nos démocraties seront ce que nous en ferons, en n'oubliant jamais que les démocraties ont besoin de démocrates pour vivre et prospérer. Voilà, donc si on peut trouver un message d'optimisme là-dedans, tant mieux. Le pouvoir est entre nos mains. Rudi Reichstadt, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. C'est parti pour la nouvelle édition du Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo avec 48 rendez-vous dans 17 lieux différents et ce jusqu'au 27 avril. La première soirée était consacrée hier à la galerie Ozeranwirth avec une œuvre du compositeur allemand Karl-Heinz Stockhausen. Reportage de José Sacré. Le Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo est cette année dédié au grand compositeur et chef d'orchestre Pierre Boulez, dont on célèbre le centenaire de la naissance. Au programme du concert d'ouverture, mardi 12 mars, Stimmung de Karl-Heinz Stockhausen par l'ensemble Neue Vokalsolisten. Stockhausen, c'était un contemporain de Boulez, c'est cette génération qui est née, qui avait 20 ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc qui partageait cette volonté de reconstruire un nouveau monde, de construire aussi une Europe de la musique, bien avant les politiques, qui avait envie aussi de faire éclater le langage musical dans tout ce qu'il avait de plus académique. Ils étaient très proches humainement. Je me souviens d'un concert le soir même de la mort de Stockhausen, où Boulez est arrivé en larmes sur scène pour annoncer le décès de son ami. Et c'était, même si leurs musiques sont extrêmement différentes, il y avait eu un partage d'une valeur, celle de la modernité. S'il y a une œuvre de Stockhausen qui est éloignée de Boulez, c'est bien Stimmung, parce que Stimmung est une œuvre ésotérique, une œuvre qui fait référence à des religions extra-européennes, et une œuvre surtout qui est extrêmement statique, puisqu'on va entendre un accord pendant 1 heure. Alors dit comme ça, on va se dire, on va s'endormir, ça va nous lasser. Eh bien pas du tout, on va peut-être perdre la notion du temps qui passe, on va peut-être se laisser emporter par cet accord durable, avec évidemment plein de petites choses qui se passent autour. Mais Stimmung, c'est à la fois une modernité radicale, mais une modernité radicale à l'opposé de la radicalité boulésienne. Composé en 1968, ce monumental Stimmung de Stockhausen, unique et 12 accords de 70 minutes, a séduit le public emporté dans un monde sonore pour certains nouveau, une atmosphère étrange, presque mystique, une harmonie peut-être bienfaisante. Et nous reviendrons régulièrement sur les nombreux rendez-vous du Printemps des Arts avec José Sacré, puisque ce festival s'achèvera le 27 avril. Figure incontournable du théâtre et du cinéma français, Philippe Lelouch s'est produit à Monaco en ouverture des Sérénissimes de l'humour au Grimaldi Forum hier. Avec son spectacle Stand-Alone, il se prête pour la première fois à l'exercice du one-man show. Sarah Incari et Massimo Piantoni l'ont rencontré juste avant de monter sur scène. Voyez le reportage. Vous le connaissez sûrement pour ses rôles au cinéma dans les comédies Camping 3 ou Alibi.com 2. Philippe Lelouch a plusieurs cordes à son arc. Il est également réalisateur de films et au théâtre, auteur, comédien et metteur en scène. Et à 58 ans, l'artiste n'a pas fini de nous surprendre et se lance dans le stand-up avec Stand-Alone qu'il est venu présenter en principauté. Je suis extrêmement content de reprendre la scène avec vous ce soir à Monaco. Je suis d'autant plus flatté que c'est à moi qu'on a demandé de venir animer une soirée dans une région défavorisée. J'adore Monaco depuis toujours, c'est un endroit... Il y a presque un côté Disneyland pour moi à Monaco que j'aime beaucoup. Et non, c'est pas la première fois. J'ai joué habituellement aux Princesses Grâce. Et là, je suis très très content. C'est ma première fois au Grimaldi Forum. Et en plus, je suis tout seul, donc c'est encore plus sympa. C'est la première fois que vous proposez un seul en scène. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'exercice ?
On est tous unis dans le rire, donc c'est extrêmement gratifiant, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est pour ça que je comprends tous mes copains qui faisaient ça bien avant moi et qui régulièrement, malgré leur succès au cinéma et tout ça, veulent retourner sur scène seuls parce que c'est un exercice fou, quoi. Il y a un truc, il y a une vraie communion avec les gens. Et les 600 spectateurs ont ri du début à la fin au cours de ce spectacle, dans lequel le comédien revient sur son enfance, ses émois amoureux, et en profite pour se moquer gentiment de notre époque. Quand on a grandi à la fin des années 70 et dans les années 80 comme moi, et le monde d'aujourd'hui, c'est le multiverse. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a tellement de sujets qui prêtent à la rigolade, et c'est un peu de ça dont je vais parler, quoi. C'est un spectacle peut-être de vieux réac, quoi, c'est possible. Il y a 50 piges, on fait des petits bruits, des trucs qu'on ne faisait pas avant. Par exemple, on se penche, on fait... Voilà, ça on ne le faisait pas. Et un autre truc que j'ai remarqué il n'y a pas si longtemps, moi par exemple, je n'ai rien foutu de la journée, il est midi, je vais m'asseoir et je peux faire un « Oh !» Ce soir, toujours dans le cadre du festival de l'humour Les Sérénissimes, le public viendra applaudir Michel Boujna et Bounaïmin samedi, le 15 mars, en clôture de l'événement. Sans oublier ce vendredi une soirée multi-artistes composée de 4 nouveaux talents, toujours au Grimaldi Forum à partir de 20h. Retournons en Italie, mais à Florence où une exposition se tient au Palazzo Vecchio des œuvres de l'artiste sicilien Lo Giudice, grand ami de la principauté. Reportage sur place de Christine Dapetit et Sylvain Péromal. Marcello Lo Giudice, artiste sicilien, se distingue il y a 40 ans à Milan après des rencontres décisives avec des figures de l'art. À ses débuts, l'artiste explore l'utilisation de matériaux naturels tout en traversant une phase de purification où il détruit fréquemment ses œuvres. À la fin des années 90, Marcello Lo Giudice quitte l'Italie pour s'installer sur la Côte d'Azur, où l'effervescence de la vie nocturne et les échanges intellectuels donnent naissance à un renouveau créatif. Celui que l'on surnomme dès lors El Maestro se tourne dans les années 2000 vers un art néo-informel, utilisant des couleurs vibrantes et des matériaux mobiles, des peintures qui visent à mettre en valeur la pureté de la couleur et la vibration de la lumière, créant ainsi des paysages géologiques éloignés, rappelant le premier jour de la création. La série Éden témoigne donc de son amour pour la nature. 9 œuvres issues de cette série sont actuellement présentées au Palazzo Vecchio à Florence, une exposition que le prince souverain a visitée ce mercredi en présence du maire de Florence et de l'artiste pour qui la peinture n'est pas seulement une question esthétique, elle doit également fournir une indication morale aux spectateurs. Moi, je suis un artiste de la nature. Donc, mes tableaux sont comme des pièces des météorites que je dépose dans les étoiles, des pièces des volcans, des pièces des étoiles que je dépose dans mes étoiles pour représenter la beauté de l'infinito, la beauté de l'univers, la beauté de notre planète. Et l'éthique de mes tableaux est qu'avec la beauté et la puresse des couleurs, tout le monde peut devenir mieux. Les sensations que je veux donner est exactement une possibilité de voir quelque chose qui est un peu différent de la réalité. Que la réalité est faite de figurations, de réalisme, de figures, de géométrie. Mais mes tableaux sont dehors de l'horizon. Quindi cherche de capturer un peu les choses qui ne se regardent pas habituellement. Depuis 2010, après une exposition à Monaco, Marcello Lo Giudice devient un défenseur actif de l'environnement, collaborant fréquemment et étroitement avec la Fondation Albert II. Son art, qui allie beauté, réflexion et engagement écologique, a également renforcé son amitié avec le prince souverain. On se quitte avec les photos de fin de journal de Stéphane Dana consacrées ce jeudi à l'exercice anti-incendie effectué dans le port Hercule ce jeudi matin que vous avez pu voir précédemment dans un reportage. Et juste après ces photos, la météo d'Alban Gingembre. Merci à tous pour votre fidélité. Vous retrouverez demain 19h Sarah Nkari à la présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Après une petite pause dans cette semaine orageuse, les averses seront de retour demain en principauté. Le ciel sera très couvert avec des nuages. De faibles averses vont ponctuer la journée. Un léger vent soufflera aussi. Et puis côté température, le thermomètre affichera 10 degrés le matin et jusqu'à 13 degrés l'après-midi. En ce vendredi 14 mars, nous fêterons les Mathildes. Et l'info du jour, le 14 mars, c'est la journée internationale des mathématiques et la journée mondiale du nombre pi. En effet, en anglais, le 14 mars s'écrit 3,14. Pi correspond au rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Et hasard ou pas, le 14 mars, c'est aussi la date de naissance d'Albert Einstein. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.